Bienvenue à cette deuxième partie de la vidéo sur les obligations légales. Je m'appelle José. Cette vidéo a été préparée par l'unité de développement communautaire du gouvernement de l'Alberta. Avant de commencer, je voudrais mentionner que l'objectif de notre série de vidéos sur le perfectionnement des conseils d'administration est de s'assurer que les administratrices et administrateurs d'organismes sans but lucratif ont les connaissances, les compétences et les outils de base pour réussir dans leur travail. Nous sommes conscients que certains d'entre vous ne sont pas membres d'un conseil d'administration et ce n'est pas un problème. Sachez cependant que les renseignements, les concepts et les idées sont présentés du point de vue des membres d'un conseil. De plus, les renseignements présentés ici servent d'introduction ou de rappel pour s'assurer que les administrateurs ont la compréhension de base des concepts et principes de gouvernance nécessaires pour réussir dans leur travail au sein d'un conseil. Nous avons d'autres ressources que vous êtes invités à utiliser, comme notre boîte à outils. Un lien dans la description de cette vidéo vers notre boîte à outils mène à des ressources et des liens supplémentaires qui pourraient vous aider, vous et votre organisme sans but lucratif, à résoudre vos problèmes de gouvernance. Cette boîte à outils comprend une copie des diapositives présentées dans cette vidéo et toutes les vidéos de notre série sur le perfectionnement des conseils. Vous pouvez également cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous et activer les notifications afin de vous abonner à notre chaîne YouTube et de recevoir des notifications de nouvelles vidéos. La dernière chose que je veux mentionner avant de commencer est que dans la présente vidéo, nous ne fournissons pas de conseils. Les renseignements fournis dans cette vidéo et les documents connexes ne doivent pas être considérés comme des conseils juridiques, ni comme une prestation de services juridiques ou d'autres services professionnels de quelque nature que ce soit. Nous voulons simplement vous transmettre des renseignements qui, selon nous, aideront les administrateurs qui s'occupent de la gouvernance et des opérations de leur organisme. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de décrire l'obligation de loyauté et son lien avec le conflit d'intérêts, expliquer ce qu'est un conflit d'intérêts et pourquoi il est important pour les organismes sans but lucratif de repérer et de gérer les conflits d'intérêts et décrire la façon dont les administratrices et administrateurs peuvent gérer et traiter les conflits d'intérêts au sein des organismes sans but lucratif. Alors, allons-y. Je vous parlerai de l'obligation de loyauté et d'un exemple qui y est fortement associé, le conflit d'intérêts. Mais d'abord, prenons un moment pour passer en revue les sources des obligations et responsabilités et de l'obligation fiduciaire. Les textes législatifs et la common law sont des obligations légales ou des choses qu'un organisme doit respecter. Il existe également des pratiques exemplaires et des responsabilités volontaires, qui sont des choses qu'un organisme peut choisir de faire. Dans le cadre de notre exploration de l'obligation de loyauté et des conflits d'intérêts connexes, nous examinerons la common law et son lien avec les obligations légales d'un conseil. La common law fait référence aux lois qui changent à mesure que des décisions sont prises par des juges dans une cause devant un tribunal. Chaque fois qu'un juge rend une décision dans une cause, cette décision est légalement appliquée. À partir de ce moment, cette décision devient un précédent ou une règle qui guidera les juges qui auront à prendre des décisions dans des affaires similaires à l'avenir. La common law est unique car elle ne se trouve dans aucun code ou corps de loi. Elle n'existe que dans les décisions antérieures. Il en résulte que la common law est souple et qu'elle s'adapte aux circonstances changeantes. Pour prendre des décisions en vertu de la common law, les juges tiennent compte de l'obligation fiduciaire. L'obligation fiduciaire consiste à savoir si les gens sont ou non dignes de confiance dans les postes qu'ils occupent. Dans le cas des conseils d'administration d'organismes sans but lucratif, cette confiance s'applique principalement aux administrateurs. Pourquoi s'applique-t-il principalement aux administrateurs? Parce que, tout simplement, le conseil d'administration est le niveau décisionnel le plus élevé de l'organisme. Le conseil a le pouvoir et la responsabilité de prendre des décisions pour l'organisme. Dans la première partie de la vidéo sur les obligations légales, nous avons examiné les obligations fiduciaires, plus précisément l'obligation de diligence.
Dans la présente vidéo, j'aborderai un autre aspect des obligations fiduciaires, soit l'obligation de loyauté. L'obligation de loyauté exige que les membres d'un conseil d'administration agissent honnêtement et de bonne foi dans l'intérêt de l'organisme. Cela signifie, entre autres, qu'un administrateur n'est pas autorisé à tirer profit de sa fonction et doit éviter toutes les situations dans lesquelles son devoir envers l'organisme entre en conflit avec ses intérêts ou sa loyauté envers d'autres parties et organismes. Essentiellement, la règle sur l'absence de conflit d'intérêts. Explorons cela plus en détail. Voici comment les membres d'un conseil peuvent remplir leur obligation de loyauté. Agir dans l'intérêt de l'organisme et non dans ses propres intérêts. Je vais vous donner un scénario pour vous aider à mieux comprendre la situation. Imaginez que David, membre du conseil d'administration d'un organisme sans but lucratif, est également propriétaire d'une entreprise de peinture. L'organisme dont David est membre a besoin de repeindre ses bureaux et lance un appel d'offres pour un contrat de peinture. L'entreprise de David soumet une offre. Afin de démontrer qu'il s'agit toujours dans le meilleur intérêt de son organisme sans but lucratif, David doit immédiatement déclarer cette situation de conflit personnel à ses collègues, membres du conseil d'administration, et se retirer de toutes les discussions et décisions du conseil d'administration relatives à la procédure d'appel d'offres. En fait, David devrait déclarer son conflit lorsque le conseil commence à discuter de la possibilité de peindre le bureau. Les membres du conseil d'administration peuvent également éviter les situations dans lesquelles ils ont des intérêts concurrents, c'est-à-dire des obligations fiduciaires. Par exemple, si le membre du conseil d'administration d'un organisme siège à un autre conseil, il peut être difficile d'agir dans le meilleur intérêt des deux organismes. Toutefois, si les deux organismes ont des objectifs et des activités très différents, un membre de conseil d'administration peut facilement agir en respectant les intérêts des deux organismes sans créer de conflit d'intérêts. Supposons par exemple qu'un membre de conseil d'administration fasse partie d'un organisme confessionnel et d'un organisme sportif. Comme les organismes sont voués à des secteurs différents, les conflits d'intérêts sont faciles à éviter. Mais si les deux organismes sans but lucratif appartiennent au même secteur et font des choses similaires, par exemple la protection des animaux, il sera plus difficile pour un membre du conseil d'administration d'éviter les situations où il y a des obligations fiduciaires concurrentes puisque les deux organismes ont des objectifs similaires. Lorsque ces intérêts ne peuvent être séparés, il y a conflit d'intérêts. Voici deux types de conflits d'intérêts. Un conflit personnel entre le devoir d'agir dans l'intérêt de l'organisme et son propre intérêt, et un conflit entre le devoir d'un administrateur envers l'organisme qu'il sert et son devoir envers un autre organisme. Voici d'autres façons dont un administrateur peut remplir son obligation de loyauté. Connaître la politique sur le conflit d'intérêts de l'organisme. Gérer les conflits d'intérêts réels et l'apparence de conflit, pour soi-même ou pour un autre organisme, en déclarant immédiatement tout conflit d'intérêts et en respectant le processus et les exigences de la politique, c'est-à-dire s'abstenir de participer aux discussions et aux votes. Notre boîte à outils contient des renseignements supplémentaires sur les conflits d'intérêts. Examinons une étude de cas. L'Alberta Chronicle a appris que le conseil d'administration de la Fondation Tanzanoff pour le logement à prix modique a récemment accordé un contrat de 25 000 $ à l'un de ses membres, Jay Boswell. Les 25 000 $ provenaient d'une subvention du ministère du Logement fédéral et étaient destinés à la création d'une base de données pour l'organisme sans but lucratif. Le président du conseil d'administration, Aisha Farouk, a déclaré au Chronicle que Jay Boswell était la personne la plus qualifiée pour faire le travail. La directrice générale, Lee Jong, s'est abstenue de tout commentaire. Le ministère du Logement fédéral enquête sur l'affaire. La première question à poser est la suivante.
En quoi y a-t-il conflit? De toute évidence, le contrat de 25 000 attribué à Jay Boswell, l'un des administrateurs de la Fondation Tansnoff, est la source du conflit d'intérêts potentiel. De plus, la directrice générale s'est abstenue de commenter et le ministère du Logement fédéral enquête sur l'affaire, ce qui peut porter à croire que le conflit d'intérêts est réel. Il y a là quelque chose qui doit être abordé ou du moins approfondi. En deuxième lieu, on peut se demander quelles sont les conséquences possibles pour le conseil d'administration, les membres du conseil et l'organisme à la suite de ce conflit d'intérêts. Nous allons tenter de répondre à cette question en explorant plus en détail les conflits d'intérêts dans les prochaines diapositives. Commençons par définir ce qu'est un conflit d'intérêts. Vous trouverez de nombreuses définitions d'un conflit d'intérêts qui comprennent de nombreux éléments similaires. Pour nos besoins, le conflit d'intérêts est défini comme suit. Une situation dans laquelle une personne a un intérêt privé ou personnel suffisant pour sembler influencer l'exercice objectif de ses fonctions officielles en tant que, par exemple, fonctionnaire, employé ou professionnel. Repensons à l'obligation fiduciaire et à l'un de ses volets, l'obligation de loyauté. Pour remplir ces obligations, il faut reconnaître, gérer et aborder de manière proactive les situations de conflit d'intérêts. Il est utile de reconnaître que les conflits d'intérêts sont à prévoir et non à craindre. De plus, un conflit d'intérêts est une situation, pas une accusation, et le fait de se trouver en conflit d'intérêts ne signifie pas qu'on soit corrompu. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'obligation fiduciaire, obligation de diligence et obligation de loyauté signifie, entre autres, que les membres d'un conseil d'administration doivent placer les intérêts de l'organisme au-dessus de leurs intérêts personnels et privés. En d'autres termes, en tant que membre d'un conseil d'administration, vous avez la responsabilité légale d'agir dans l'intérêt de votre organisme sans but lucratif lorsque vous effectuez votre travail d'administrateur, c'est-à-dire lorsque vous prenez des décisions, embauchez du personnel, votez, élaborez des politiques, etc. Une situation de conflit d'intérêts se produit lorsque d'autres intérêts entrent en conflit ou semblent entrer en conflit avec votre responsabilité envers votre organisme. Il n'est pas intrinsèquement mauvais ou répréhensible d'avoir des intérêts personnels ou privés, mais chaque fois que ces autres intérêts peuvent influer sur vos décisions en tant qu'administrateur, vous devez immédiatement les déclarer, en discuter avec le conseil, les résoudre et documenter le tout. Je vous donnerai des détails à ce sujet un peu plus tard. Commençons par examiner pourquoi des conflits surviennent. Les administrateurs ont un rôle important dans la vie d'un organisme sans but lucratif et ils doivent toujours agir dans l'intérêt de l'organisme. Les administrateurs sont souvent recrutés en raison de leurs nombreuses relations familiales dans la communauté ou dans le milieu des affaires. Ils sont appréciés à cause de ces liens communautaires, sociaux ou d'affaires qui peuvent profiter à l'organisme de plusieurs façons parfaitement légitimes. Ces relations sont souvent des facteurs importants dans l'établissement et la croissance d'un organisme sans but lucratif. Cependant, et il est important de se rappeler, ces relations peuvent aussi donner lieu à des conflits d'intérêts. N'oubliez pas que les conflits d'intérêts sont à prévoir et non à craindre. De plus, un conflit d'intérêts est une situation, pas une accusation, et le fait de se trouver en conflit d'intérêts ne signifie pas qu'on soit corrompu. Mais s'il n'est pas géré de manière proactive ou résolu lorsqu'il survient, il y a des conséquences. Pourquoi est-il si important de comprendre et de résoudre les conflits d'intérêts? C'est une question de confiance. Lorsque les membres d'un organisme sans but lucratif élisent les membres du conseil d'administration, ils leur accordent leur confiance. Ils ont confiance que ces administrateurs représenteront les intérêts de l'organisme et mettront de côté leurs intérêts personnels et privés. Cela comprend la gestion du financement que l'organisme reçoit d'organismes publics et de donateurs privés. Par conséquent, le public s'attend à ce que les administrateurs d'organismes sans but lucratif agissent avec honnêteté, intégrité, discernement et impartialité. Ainsi, la confiance est à la base de tout et elle est essentielle dans les relations entre les membres d'un organisme et ses administrateurs. Quelles sont les conséquences d'un conflit d'intérêts?
Un conflit d'intérêts mine la confiance à plusieurs niveaux, au sein de l'organisme et à l'extérieur et dans la communauté. Les facteurs qui compromettent le discernement et l'impartialité des membres du conseil peuvent miner cette confiance et entraîner de grands risques pour l'organisme. Ils peuvent nuire à la capacité de l'organisme sans but lucratif de collecter des fonds, d'attirer des membres et des bénévoles et de maintenir le soutien du public à l'égard de sa mission. Ils peuvent également entraîner des problèmes juridiques. Par conséquent, il est essentiel que les administrateurs d'organismes sans but lucratif préservent la confiance du public en évitant les conflits d'intérêts et en réagissant dès que des situations de conflit d'intérêts surviennent. Par conséquent, les conseils doivent considérer la gestion et la résolution des conflits d'intérêts comme une priorité. Parlons maintenant de la façon de gérer les conflits d'intérêts en 4 étapes. La première étape consiste à déclarer ou à divulguer le conflit. Il incombe généralement à la personne de déterminer si elle se trouve ou non en conflit d'intérêts. Cependant, il arrive que d'autres membres du conseil signalent qu'un de leurs collègues est en conflit. Quoi qu'il en soit, le conflit d'intérêts doit être déclaré ou divulgué. La deuxième étape consiste pour le conseil à discuter de la situation. La troisième étape consiste pour le conseil à décider comment donner suite au conflit d'intérêts de manière appropriée. La quatrième et dernière étape de ce processus consiste à documenter ce qui a été fait. Il peut s'agir de consigner l'information dans un procès-verbal de réunion, par exemple. Ces 4 étapes, les 4 D, constituent un outil qui aide les conseils à gérer les situations de conflit d'intérêts. Examinons maintenant la troisième étape, donner suite au conflit ou le résoudre. Il y a aussi les 6 façons de résoudre le conflit. Vous n'avez pas besoin de mettre en œuvre les 6 stratégies. Une seule ou une combinaison de quelques stratégies suffit généralement. La première stratégie de gestion d'une situation de conflit d'intérêts consiste à créer un registre de la divulgation d'un conflit d'intérêts. Cette première étape est nécessaire, mais elle ne suffit pas. Le simple fait de consigner un conflit d'intérêts ne le résoudra pas. Il est également nécessaire d'évaluer la situation et de décider quelles stratégies supplémentaires sont nécessaires pour résoudre le conflit. Une autre stratégie consiste à restreindre la participation du membre du conseil concerné dans le dossier lorsque cela est nécessaire. Par exemple, vous pouvez demander à cet administrateur de ne pas participer aux discussions sur une question précise. Vous pouvez lui demander de s'abstenir de voter, voire restreindre son accès aux renseignements sur la question. Bien qu'il s'agisse d'une bonne stratégie, elle pourrait ne pas suffire. Si, par exemple, cette situation se répète fréquemment, le conseil pourrait devoir prendre d'autres mesures. S'il n'est pas possible de restreindre la participation de l'administrateur, un tiers indépendant, tel qu'un avocat ou un expert en gouvernance, peut être recruté pour participer au processus décisionnel, le superviser ou évaluer son intégrité. La quatrième stratégie consiste à retirer l'administrateur de son poste. Si les stratégies de restriction et de recrutement ne fonctionnent pas ou ne sont pas réalisables, le conseil peut retirer l'administrateur concerné de son poste afin de réduire au minimum sa participation dans le dossier. La meilleure stratégie pour gérer les conflits d'intérêts consiste parfois à renoncer à ses intérêts personnels ou privés. Par exemple, l'administrateur peut vendre des actions ou des parts d'une société particulière ou renoncer à son adhésion à un club ou à une association qui est à l'origine du conflit d'intérêts. Cela peut être une stratégie valable pour s'assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts avec le devoir public de l'administrateur. Enfin, si le conflit d'intérêts ne peut être résolu d'aucune autre manière, la meilleure solution pour l'administrateur peut consister à rendre sa démission. Ce scénario est plus susceptible de se produire si l'administrateur ne peut pas renoncer à ses intérêts privés. Jusqu'ici, j'ai parlé des stratégies visant à gérer les conflits d'intérêts lorsqu'ils surviennent. Cependant, il est important de se rappeler qu'il est beaucoup plus facile de gérer efficacement les situations de conflits d'intérêts à l'avance qu'après qu'elles se sont produites. Pour gérer les conflits d'intérêts avant qu'ils ne surviennent,
les organismes sans but lucratif doivent se doter d'une politique sur le conflit d'intérêts et promouvoir une culture organisationnelle qui favorise la saine gestion des conflits d'intérêts. Des politiques judicieuses. Une politique sur le conflit d'intérêts fournit un guide cohérent et transparent permettant aux administrateurs et au personnel de gérer efficacement les conflits d'intérêts. La politique montre aussi aux membres, au personnel, aux parties prenantes et aux bailleurs de fonds de l'organisme que ce dernier prend au sérieux la gestion des conflits d'intérêts et qu'il dispose d'un plan à cet égard. Cela témoigne également de la crédibilité de l'organisme et du maintien de normes élevées en matière d'intégrité et de réputation. Vous trouverez un exemple de politique sur les conflits d'intérêts dans votre boîte à outils. En règle générale, une politique sur les conflits d'intérêts comprend un énoncé général sur sa portée. Cet énoncé indique à qui s'applique la politique. Il peut s'agir des administrateurs, des bénévoles, du personnel et des entrepreneurs. La politique devrait définir ce qu'elle entend d'un conflit d'intérêts. Il peut être utile d'inclure quelques exemples de ce à quoi peuvent ressembler les conflits d'intérêts au sein de l'organisme. Il est également recommandé que la politique décrive les procédures que l'organisme doit suivre pour éviter et gérer les conflits d'intérêts. Il est important de se rappeler que les organismes doivent revoir régulièrement leurs politiques et les tenir à jour. Il est donc judicieux d'inclure la date à laquelle la politique a été approuvée et la date à laquelle elle doit être revisée. Un formulaire de déclaration de conflit d'intérêts est un document que tous les membres du conseil d'administration et du personnel doivent remplir, généralement chaque année. Ce document permet aux membres du conseil d'administration et du personnel de déclarer et de consigner tout intérêt personnel ou privé qu'ils ont et qui pourrait entrer en conflit avec les intérêts de l'organisme. Une trace écrite de ces intérêts peut garantir que tous sont conscients de ces intérêts et qu'en cas de conflit d'intérêts, le Conseil peut réagir de manière appropriée. De nombreux organismes ont des politiques sur papier, mais ils ne les suivent pas toujours. Les administrateurs sont également les intendants de l'organisme et doivent superviser ses activités. Par conséquent, ils ont la responsabilité essentielle de s'assurer que les politiques sur les conflits d'intérêts sont à jour, bien connues et correctement mises en œuvre lorsque des situations de conflit d'intérêts surviennent. Une culture organisationnelle qui favorise un comportement éthique. Bien qu'il soit important d'avoir des politiques et des procédures claires et écrites, les politiques ont leurs limites. Chris McDonald, consultant canadien en éthique, affirme: une politique n'est qu'un bout de papier jusqu'à ce qu'elle soit interprétée et mise en œuvre dans le cadre de la culture organisationnelle. Une politique ne peut garantir la résolution réussie des conflits d'intérêts, à moins que l'organisme ne mette également l'accent sur un comportement éthique qui favorise l'intégrité. La promotion de l'intégrité peut aider à réduire les risques d'inconduite parmi les membres de l'organisme. Une culture organisationnelle qui favorise un comportement éthique peut réduire les comportements répréhensibles au sein des organismes. Les leaders dotés d'une boussole morale donnent le ton en matière de dilemme éthique. Il faut créer une culture organisationnelle qui favorise la saine gestion des conflits d'intérêts ou, en d'autres termes, une culture éthique peut aider le Conseil à mettre en œuvre les politiques dont j'ai parlé plus tôt. En résumé, les obligations fiduciaires s'appliquent à tous les membres d'un conseil. Elles ne peuvent être transférées ou déléguées à d'autres. Placer les intérêts de l'organisme en premier. Pour limiter les risques liés à la responsabilité, les membres d'un conseil devraient faire ce qui suit: faire preuve de diligence raisonnable et agir comme une personne raisonnablement prudente le ferait en faisant preuve d'une diligence appropriée. Il s'agit de votre obligation de diligence. Agir honnêtement et de bonne foi dans l'intérêt de l'organisme. Il s'agit de votre obligation de loyauté. Et gérer les conflits d'intérêts de manière appropriée. Voilà qui nous amène à la fin de notre vidéo sur les obligations légales, deuxième partie. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nos coordonnées figurent sur la diapositive et se trouvent également dans la boîte à outils. Si vous êtes en Alberta et que vous avez une question, que vous avez besoin de plus amples renseignements
ou que vous souhaitez faire appel à nos services, veuillez communiquer avec nous par courriel ou par téléphone. Vous pouvez également accéder à nos ressources et vous inscrire à nos webinaires par l'intermédiaire de l'Alberta Non-Profit Learning Center, le centre d'apprentissage sans but lucratif. En outre, si vous souhaitez être informé de nos futurs services et ressources, veuillez fournir votre adresse courriel dans notre formulaire d'inscription. Vous recevrez ainsi des renseignements sur nos services et ressources dès qu'ils seront disponibles. Le lien vers le formulaire d'inscription se trouve également dans la description de la vidéo. Au nom de l'Unité de développement communautaire, merci de votre attention. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nos collectivités sont plus florissantes grâce à tout ce que vous faites. Merci et au plaisir de vous revoir.